Commençons par redéfinir ce qui constitue un échec ou une réussite dans l'acte anesthésique. Acte qui, je le rappelle, va débuter la majorité de nos soins et entraîner ou pas une vraie relation de confiance avec le patient. Une anesthésie est réussie lorsqu'elle est suffisamment profonde pour assurer le confort opératoire du patient et du praticien durant toute la durée du soin. Et non pas, comme je l'entends parfois, moi, j'ai aucun problème d'anesthésie parce que le praticien, il estime qu'à partir du moment où son soin s'est déroulé entièrement, l'extraction a été totale, l'anesthésie est réussie. Alors que le patient, il s'est plaint, il a gémi, il s'est accroché aux accoudoirs du fauteuil. L'anesthésie, dans ce cas-là, elle a été suffisante, mais elle n'a pas été réussie. Ceci constitue donc pour moi un échec, et encore plus s'il s'agit d'un jeune patient, car elle risque de se solder par une crainte définitive concernant les soins dentaires. On va donc oublier un instant le terme d'échec et on va s'intéresser à ce qui définirait une anesthésie réussie. Évidemment, une efficacité complète, un temps d'anesthésie suffisant et, je vais même aller encore plus loin, une injection de la seule quantité nécessaire avec le moins d'effets secondaires. Et là, on pense au confort de notre patient qui, non content de vivre un soin totalement indolore, va pouvoir quitter le cabinet en étant le moins handicapé possible durant les prochaines heures. Le contexte inflammatoire. Alors, tout praticien sait qu'une dent en pulpite, elle est plus difficile à endormir, mais des fois, on ne se rappelle plus forcément pourquoi. L'effet de la chute de pH dans un site inflammatoire va donc avoir une incidence sur le degré d'ionisation d'anesthésique locale. Dans des conditions acides, donc d'inflammation, une plus grande proportion de la molécule administrée existe donc sous une forme chargée. Dans ces conditions, les anesthésiques locaux, ils ne peuvent ni accéder au site de liaison intracellulaire des canaux sodium, ni interagir avec les bicouches lipidiques des membranes neuronales dans leur totalité. Donc la seule solution dans ces cas-là pour être efficace, c'est de déposer le maximum de molécules d'anesthésique au plus proche possible de la zone pour avoir le maximum d'efficacité. Ce qui explique l'échec, par exemple, d'une anesthésie para-apicale dans une zone qui normalement est considérée comme facile sur une pulpite. L'injection se fait à distance. L'anesthésique, il a du chemin à parcourir malgré tout, puisqu'il va se diluer. Il se dilue et ce qui reste est encore en partie inefficace. L'acidose inflammatoire, avant même d'avoir un effet sur l'anesthésique locale, elle entraîne aussi des changements physiopathologiques au niveau des tissus concernés. Il y a aussi une altération des nocicepteurs, une réduction de la sensibilité des cibles anesthésiques et enfin la sensibilisation nerveuse centrale qu'on a tous connue avec des patients qui arrivaient douloureux et on a l'impression qu'ils sont sensibles d'à peu près tout leur corps. Les 3 premiers mécanismes présents dans la région inflammatoire, ils peuvent expliquer les échecs lors d'infiltrations locales hors intraosseuse, évidemment. Le mécanisme de sensibilisation nerveuse centrale, lui, permettrait pour sa part d'expliquer, entre autres, l'échec des blocs locaux régionaux. Les éthylotabagiques sont difficiles à endormir. Et selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 10% des Français, 15% des hommes et 5% des femmes entre 18 et 75 ans consomment de l'alcool quotidiennement. La famille des opioïdes, elle va inclure l'opium, certes, mais aussi la morphine, l'héroïne, la codéine, le tramadol et la méthadone. Ça va représenter quand même une certaine partie de nos patients et également ceux qui vont se médiquer avec des antidépresseurs. Et ça représente une petite, voire grosse partie de nos patients. L'accoutumance à ces substances, elle va altérer également les anesthésies locales en augmentant la durée d'apparition des effets et en nécessitant l'augmentation des doses pour un effet similaire, et ça, c'est ce qu'on va appeler le phénomène de tolérance croisée.
consensus, il est clair, pour être indolore et efficace, il va falloir injecter au maximum 1 millilitre de solution anesthésique en 1 minute. Donc, pour une cartouche de 1,8 millilitres, il faudrait injecter raisonnablement en 108 secondes, soit un petit peu moins de 2 minutes. J'ai trouvé une étude de Pierre Carpentier qui, après avoir interrogé des praticiens et des assistantes, se rendait compte que 80 des praticiens injecteraient une cartouche en moins de 20 secondes. Si on fait une analogie, ça correspondrait à rouler à 270 km/h dans une zone limitée à 50. Et pourquoi faut-il injecter lentement? À part la sensation de douleur du patient, pour des raisons de sécurité déjà, parce que la vitesse d'injection trop rapide, elle est très probablement le facteur déclenchant de la plupart des réactions qui sont liées au surdosage, soit en molécules anesthésiques ou liées à la présence d'adrénaline. Pour des raisons d'efficacité, on sait que le dépôt en 2 minutes de la solution anesthésique va assurer un contact optimum avec le tronc nerveux et permettre une vraie potentialisation de l'effet du vasoconstricteur. Et pour des raisons de confort du patient, puisqu'on sait que le pH d'une cartouche est acide, aux alentours de 3,5, on est dans un contexte, on va délivrer en fait une solution acide dans le corps. Plus l'anesthésique locale est injectée lentement, plus son pH il va être dilué dans les fluides biologiques et moins le patient va ressentir cette fameuse sensation de brûlure qu'on ressent lors de l'injection d'une anesthésie locale. Injecter très vite une grande quantité d'anesthésique, donc c'est une mauvaise idée. Aussi à cause d'un phénomène qu'on connaît intuitivement, mais dont on ne connaît pas forcément le nom ou qu'on nomme assez peu, c'est ce qui s'appelle la tachyphylaxie. D'après le Larousse médical, c'est un phénomène de tolérance rapide de l'organisme vis-à-vis d'un médicament dont l'efficacité décroît au fur et à mesure des prises, obligeant à augmenter les doses. Celle-ci peut être observée au cours d'une même séance de soins lors d'injections répétées d'un anesthésique local. Je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience d'une anesthésie qui prenait pas ou peu. Vous rajoutez sans arrêt de l'anesthésique et vous avez l'impression que votre anesthésie, elle va être de moins en moins efficace, alors vous rajoutez de plus en plus de produits. Pour le praticien, la prise en compte de ce phénomène, elle va passer par une bonne prévision lors d'un acte relativement long qui va imposer d'adapter sa technique anesthésique avec la bonne dose et le bon dosage en vasoconstricteur pour absolument éviter de multiplier les injections. Un autre phénomène à prendre en compte dans un risque d'échec anesthésique, c'est la déflexion de l'aiguille dans les tissus mous. Lorsque la distance entre le point de pénétration et celui d'injection, il est important. Là où on va faire le plus de trajets, il y a le plus de chances d'avoir une déflexion de l'aiguille, par exemple lors de techniques loco-régionales. La déflexion, elle est d'autant plus importante que l'aiguille est longue et son diamètre petit. C'est pour cela, entre autres, que les aiguilles 25G, qui sont plus épaisses, vont être préconisées lors d'anesthésie tronculaire. Des moyens existent pour réduire le degré de déflexion, notamment en utilisant une aiguille dotée d'une pointe qui va être alignée avec le centre de son diamètre pour équilibrer les forces perpendiculaires qui vont s'exercer, et un bisoscalpel, ce que comportent les aiguilles Effitech qui sont préconisées certes en cas d'utilisation de techniques intraosseuses, mais qui peuvent être préconisées aussi en cas d'infiltration para-apicale, par exemple, pour éviter la déflexion de l'aiguille. Évidemment, avec la technique intraosseuse, la déflexion, elle n'est plus un problème puisqu'on va se trouver dans un tissu dense. Donc, je vais vous parler de l'échec de l'anesthésie du nerf alvéolaire inférieur, qui est la bête noire de la majorité des praticiens. Et ça l'a été pour moi aussi. L'area perilingularis, c'est un complexe anatomo-fonctionnel qui va regrouper le foramen mandibulaire, la cible de notre anesthésie, la lingula,
que l'on voit notifié en deux, l'antilingula, qui est de l'autre côté, et le sillon mylohyoïdien. La lingula, elle va être plus ou moins saillante, mais on sait qu'elle va représenter un obstacle à contourner dans 85% des cas cliniques. Le foramen mandibulaire, sur l'axe horizontal, il va se positionner au milieu du ramus dans la majorité des cas, mais sa position verticale, elle est plus sujette à débat, car elle va être fonction de la typologie mandibulaire. Typiquement, une mandibule de type rotation intérieure, ça c'est une branche large et un angle goniaque fermé, elle présenterait un foramen mandibulaire bas. Inversement, une mandibule de type rotation postérieure avec une branche effilée et un angle goniaque ouvert, elle va présenter un foramen mandibulaire haut. Ça, il faut le prendre en compte parce que si on dépose notre solution anesthésique trop bas par rapport au foramen mandibulaire, on va être absolument inefficace dans notre anesthésie. On sait aussi qu'un foramen rétromolaire, il peut être présent dans 8% des cas. Et les afférences nerveuses qui vont y transiter, elles peuvent être responsables de la sensibilité des molaires dans 40% des cas. Dans d'autres cas, il peut aussi s'agir d'un rameau du nerf facial qui ne va être absolument pas atteint par notre anesthésie au nerf alvéolaire inférieur. Et évidemment, dans ces deux cas-là, l'anesthésie à l'épine de Spix, elle va aboutir à un échec certain. Le nerf alvéolaire inférieur, il peut aussi se dédoubler, parfois en amont de l'entrée dans le canal mandibulaire, ce qui expliquera aussi la persistance de sensibilité au niveau des molaires mandibulaires malgré une technique maîtrisée. Le nerf mylohyoïdien peut aussi participer à l'innervation des dents mandibulaires. Et si le ligament sphénomandibulaire, il est épais et il fait obstacle à la diffusion de l'anesthésiant, de nouveau, on se retrouve face à un échec malgré une technique bien maîtrisée. Donc, à la fin, malgré des techniques bien maîtrisées, qu'on réalise exactement comme on les a apprises, cette anesthésie va de toute façon être inconstante et incertaine. D'autres variations anatomiques qui peuvent intervenir dans l'échec d'anesthésie que l'on va considérer parfois comme immanquables, par exemple au niveau d'une parapicale sur une sysse du haut, un volume sinusien trop développé, il va empêcher la diffusion de l'anesthésique jusqu'aux racines palatines des molaires maxillaires. Il sera donc alors nécessaire de réaliser un complément palatin. Un processus zygomatique important, toujours sur la même dent, risque d'empêcher l'anesthésie de la racine mésio-vestibulaire de la première molaire maxillaire. Dans ces cas-là, si vous avez réalisé votre parapicale légèrement en distal et que l'anesthésie n'a pas pris complètement, vous avez réalisé votre appel palatin et vous avez toujours un échec d'anesthésie, vous pouvez réaliser un complément d'injection en mésial de la sysse et là, il est très probable que la dent s'endorme complètement. On peut aussi rencontrer des innervations croisées. Alors là, c'est particulièrement au niveau des incisives maxillaires et mandibulaires. Et ces innervations croisées vont expliquer l'échec d'une parapicale qui nous paraît simple au départ. Dans ces cas-là, il faudra faire une injection mésiale de complément pour pouvoir endormir complètement la dent. Et la position du foramen mentonnier, surtout dans sa localisation horizontale, peut être sujette à des variations, puisque quand on réalise une parapicale au niveau d'une prémolaire, on a souvent une anesthésie quasiment loco-régionale au niveau du foramen mentonnier. Elle est généralement, donc sa position va être généralement recensée de l'apex de la première prémolaire à celui de l'apex de la première molaire. À partir du moment où on est en amont, ça marche. Par contre, si on est en aval, ça ne marche plus. Et on peut aussi rencontrer des foramen mentonniers doubles. Et donc là, de nouveau, un complément distal et un complément mésial. Que peut nous apprendre l'échec? Que m'a appris l'échec? La vertu potentielle de l'échec, je pense qu'elle est de nous faire rebondir. C'est quand ça ne marche pas qu'on va chercher à comprendre comment ça marche. Et c'est probablement pour ça que vous avez suivi ce webinaire aujourd'hui. L'échec, il peut aider à nous renforcer nos qualités de courage et d'humilité. Cette dernière vertu, faisant parfois cruellement défaut, malheureusement au sein de nos professions. Et l'échec ne va pouvoir déboucher sur un succès plus durable que grâce à
une procédure d'analyse, un processus d'analyse de sa technique, une réelle envie d'apprendre, et c'est certainement pour ça que vous êtes là, et surtout un apprentissage sur ce qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'estime, personnellement, que je fais le plus beau métier du monde. Pourquoi? Bah, parce que j'ai tout simplement résolu mes problèmes d'anesthésie, non pas en utilisant qu'une seule technique, mais en ayant rajouté à mon arsenal thérapeutique, hem, ce depuis 15 ans, une autre technique, en tout cas, la technique d'anesthésie intra-osseuse. Donc je vous dis, j'ai pas abandonné toutes les autres techniques, hormis, l'intraligamentaire que je n'utilise plus du tout. Mais malgré tout, j'utilise l'anesthésie intra-osseuse dans la majorité des cas. Car c'est une solution qui va vous permettre de, rajouter à votre arsenal thérapeutique tellement de bienfaits que vous vous rendrez compte que l'exercice de cette profession peut être, vraiment très simple.